je vous présenterai quelques, en fait, les grands aspects de ma réflexion et j'inclurai dans cette présentation des éléments d'ordre métacritique ou méthodologique, en fait, hein, puisque ce passage du, disons, paradigme de la littérature française à une littérature qu'on pourrait appeler, alors là, il y a plusieurs discussions possibles autour des termes même hein, du débat, mais disons, pour l'instant, j'ai opté pour littérature mondiale de langue française, mais il y a d'autres probablement formulations possibles. Donc ce changement de paradigme hein, du national au transnational, de français à francophone, est, à mon sens, l'un des défis que pose aujourd'hui la mondialisation à la critique littéraire, ou à l'histoire littéraire, et plus généralement aux sciences humaines et sociales. Mais avant d'en arriver à donc ces réflexions sur ce que pourrait être une nouvelle histoire littéraire transnationale de la langue française, je voudrais d'abord aborder après d'autres et avec d'autres la question de la francophonie, du moins dans son sens littéraire, et montrer à quel point c'est un terme problématique, en fait, et notamment en France. Je voudrais commencer par déconstruire, hein, dans une vieille tradition, disons, foucaldienne, la notion de francophonie, surtout dans son emploi littéraire, et tout particulièrement en France, même si j'ai remarqué que la conception française de la francophonie avait tendance à dominer aussi le reste du monde francophone et non francophone, d'ailleurs. Et comme la plupart des spécialistes de lettres modernes, disons, moi j'ai une formation de littérature française au départ, après je me suis ouvert aux littératures francophones et j'ai découvert à quel point c'était un peu compliqué. J'hérite d'usages, de découpage, de représentation, de pratiques qui finalement font passer une sorte de distinction entre une littérature française et une littérature francophone. C'est une sorte d'usage, de tradition qui est consacrée, qui gouverne tout le système littéraire, et notamment le système académique en France, mais qui finalement soulève assez peu d'objections et tout le monde s'inscrit de manière relativement confortable finalement dans cette séparation. Alors qu'en fait, quand on y regarde de plus près, cette notion de francophonie, du moins sur le plan littéraire, hein, elle pose énormément de problèmes. Le premier problème, et ça je ne suis pas le premier évidemment à l'avoir remarqué, c'est un problème de définition. Hein. On a fait remarquer que la catégorie de littérature francophone, a fortiori quand on utilise cette expression au singulier, et heureusement on a tendance à l'utiliser plutôt au pluriel, littérature francophone au pluriel, pose le problème de la validité hein, de ce regroupement d'écrivains et d'œuvres hétérogènes, et dont on se demande finalement ce qu'ils ont en commun, sinon l'usage de la langue française. Alors des universitaires comme Charles Bonne, Xavier Garnier, Dominique Combe, Pierre Allen ont posé cette question depuis très longtemps. Qu'est-ce que signifie sur le plan définitionnel le terme même de francophonie? Quelle est sa pertinence référentielle? Bon, le deuxième problème posé par la notion, c'est celui de la confusion finalement entre la francophonie littéraire et la francophonie institutionnelle et politique, hein, avec cette idée que très souvent on soupçonne finalement la francophonie littéraire d'être peu au service, au mieux de l'universalisme français tel qu'il est hérité du XVIIIe siècle, et au pire d'une sorte de néocolonialisme. Donc il y a cette espèce de superposition du sens de la francophonie institutionnelle et politique et sur la francophonie littéraire, qui vient parasiter souvent, disons, la réflexion strictement littéraire. Et surtout le troisième problème, et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai observé et même éprouvé en tant que, disons, je dirais, acteur depuis plus de 20 ans du système académique français. Hein. Le troisième problème, c'est la dimension qu'on pourrait appeler axiologique, embarquée ou incorporée de la francophonie littéraire, qui, en France en tout cas, hein, est marquée par de multiples connotations péjoratives et de jugements négatifs, mais le plus souvent implicites, hein, entre littérature française et littérature francophone. Au fond, tout se passe comme si les écrivains francophones appartenaient
disons, dans la représentation dominante du système littéraire français, à cette catégorie que Tsvetan Todorov, dans la fameuse préface qu'il a consacrée à la publication française de l'orientalisme de Saïd, dans la traduction française de 1980, ce que Todorov appelle l'autre extérieur. Donc les francophones seraient ces autres extérieurs, tout en partageant avec les écrivains français une langue commune qui est le français. Donc les francophones ont une sorte de position ambiguë. C'est une altérité qui n'est pas tout à fait extérieure, mais qui n'est pas non plus une identité extérieure. Les francophones sont à la fois dehors et dedans. Et ça entraîne axiologiquement, à leur égard, une position de ce qu'Alain Mabankou, écrivain originaire de la République du Congo, appelle une position de condescendance, voire de mépris. C'est bien que vous pourrez en faire l'expérience. Moi, je l'ai fait depuis des années, parce qu'il m'arrive très souvent d'organiser des rencontres avec des écrivains francophones, soit à l'université, soit à la médiathèque de Montpellier, soit un peu partout. Et c'est très très compliqué de dire à des écrivains francophones qui sont francophones, parce que vous avez déjà fait l'expérience, mais très souvent ça provoque une réaction très très violente de rejet de la part des écrivains qui refusent qu'on leur applique ce terme. Pourquoi ? Parce qu'ils ont parfaitement conscience que dans le système français, cette étiquette les enferme dans une sorte de ghetto littéraire. J'utilise un mot qui est en fait celui de Salman Rushdie, dans un fameux article de 1983, « La littérature du Commonwealth n'existe pas », où il dit que la notion de Commonwealth Literature est a ghetto of exclusion, c'est ce qu'il dit Salman Rushdie. Et au fond, on s'aperçoit en observant, alors il faudrait bien sûr regarder de près les acteurs, les instances de ce classement au fond entre français et francophones, que le système académique français intègre cette francophonie extérieure deux groupes d'écrivains, au fond les écrivains dont la langue maternelle n'est pas le français, et aussi les écrivains issus de pays comme la Belgique, la Suisse ou le Canada, donc où le français est présent de très longue date, mais où la langue maternelle est le plus souvent un français qui n'est pas le français de France, disons le français hexagonal standard, on va dire les choses comme ça. Donc finalement, ce jugement de valeur négatif qui touche les francophones déprécie à la fois les usages linguistiques et littéraires du français des écrivains qui ne sont pas des francophones natifs et ces variations géographiques internes au français que les sociolinguistes appellent, vous le savez, des variations diatopiques du français. Et alors quand on y réfléchit, on comprend que la francophonie n'existe que dans le cadre et comme conséquence de ce que Michel de Certeau et ses confrères, Jacques Julliat et Revel, appelaient dans ce fameux livre de 1975 une politique de la langue. Au fond, il y a une francophonie que par rapport à cette norme centrale constituée par ce que René Balibar appelle l'institution du français. C'est-à-dire, au fond, dans le double sens de fondation et de choses instituées. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette institution du français ? Je renvoie au livre de René Balibar. Elle a fait deux livres qui, moi, me semblent vraiment fondamentaux. C'est d'une part l'institution du français, d'autre part les français fictifs. Et alors, elle appelle institution du français ce double processus d'accession du français au statut de langue nationale dans l'histoire, à partir du XVIe siècle. Elle le fait remonter au serment de Strasbourg. Et d'appropriation nationaliste du français par la France qui, je dirais, s'est arrogé historiquement le monopole de l'exercice légitime du français. Et finalement, cette nationalisation du français, cette identification exclusive de la langue française avec le territoire français et avec la nation française, ont entraîné, comme on le sait linguistiquement, l'imposition d'une forme normative de cette langue, qui est le français standard, qui fonctionne comme référence pour toutes les autres pratiques du français. Alors ça, c'est une histoire, disons, politico-linguistique qui a été relativement bien étudiée ou documentée. Mais il me semble qu'on a moins insisté sur la dimension littéraire de ce processus politique. Puisque au plan littéraire, cette histoire de l'institution du français a imposé aussi, parallèlement, et je dirais même originalement, le modèle légitime et normatif de ce que je vais appeler, entre guillemets, la littérature française, qui, au fond, est conçue comme étant la littérature produite en France, en langue française, par des écrivains français. Et ce modèle souverain, donc, de la littérature française, entre guillemets,
domine encore aujourd'hui le système littéraire français au plan des représentations et des pratiques, et il est particulièrement prégnant dans le monde académique, où il gouverne notamment toute l'histoire littéraire. Il suffit de regarder la manière dont fonctionne le système académique français, et on s'aperçoit que l'histoire littéraire est encore très étroitement pensée et enseignée en France, et je dirais d'ailleurs, en raison du rayonnement français de ce paradigme franco-centré, c'est la même chose dans la plupart des pays francophones et non francophones. Alors là, il faudrait bien sûr sans doute en discuter, je veux bien en discuter avec vous. Comme ça fait plusieurs années que je propose un peu ces réflexions dans différents pays, j'aime bien avoir la réaction des différents publics, et j'ai remarqué que la plupart sauf dans le monde anglo-saxon en gros, à cause de l'influence des théories post-coloniales, la plupart des pays sont encore plus légitimistes que les Français, en fait, sur le plan de l'histoire littéraire. La dernière fois, je me permets de vous le dire, l'année dernière, en Arménie, j'ai proposé une réflexion comme ça, où je disais tout simplement qu'il faut maintenant intégrer les francophones à l'histoire littéraire. Et j'avais un PowerPoint avec différents visages d'écrivains francophones, il y en avait beaucoup. Et certains collègues arméniens faisaient non comme ça de la tête pendant que je parlais, c'était assez impressionnant. Après, ils m'ont expliqué que non, la littérature française, c'est la littérature de France. On a eu toute une discussion après coup, et ils avaient très peur, en fait, de ce que je voulais faire. Donc, tout ça pour dire qu'en France et probablement dans le reste du monde, l'histoire littéraire reste enseignée massivement comme une histoire nationale, monolingue, séculaire. On pourrait ajouter aussi, si on s'inscrit dans le cadre des gender studies, que c'est aussi une histoire masculine, le plus souvent, une histoire d'écrivain, puis c'est une histoire blanche aussi. Et la fonction identitaire de cette histoire littéraire reste encore très forte dans le système académique aujourd'hui. Dans cette histoire qu'un collègue de Liverpool, Charles Forsdick, appelle gallocentrique, les écrivains francophones continuent d'occuper une position périphérique aussi bien au plan des représentations qu'au plan des pratiques, c'est-à-dire dans l'importance qu'ils ont dans les programmes d'enseignement. J'ai fait une enquête sur les programmes de lettres modernes de toutes les universités françaises. C'était un peu fastidieux, mais je l'ai fait. Et on s'aperçoit que 90 à 95% du programme est constitué de littérature française, et que les francophones sont quasiment inexistants partout en France. J'étais très surpris d'ailleurs. Il y a certaines universités que je pensais beaucoup plus progressistes et qui sont totalement franco-centrées. Voilà, c'est le cas par exemple de l'université Paris 7. Montpellier aussi, on n'est pas très bien placé, à vrai dire, mais bon. Donc les écrivains francophones font l'objet, pour reprendre les termes d'un sociolinguiste qui s'appelle Philippe Blanchet, lui il ne parle pas des francophones, mais bon, c'est une réflexion plus large en sociolinguistique, d'une minoration qualitative dans le discours et dans les représentations et dans les pratiques, et d'une minorisation, il propose de distinguer minoration et minorisation, quantitative, dans la place qu'ils occupent au sein des programmes d'enseignement. Alors, à cette séparation nationaliste entre français et francophones, dont, à mon sens, le cœur, au fond, doit être ressaisi à partir de ce que René Balibar appelle l'institution du français, se superpose aussi une deuxième ligne politique de partage qui elle-même est implicite et qui est encore plus difficilement reconnue et qui pourtant est profondément à l'œuvre. En effet, si on suit la définition traditionnelle de la francophonie dans le système académique français, dont on remarquera qu'elle est rarement explicitée en fait, mais si on la reconstitue, au fond, elle peut être formulée comme ça. Un francophone, c'est un écrivain qui n'est pas né en France, et dont la langue maternelle n'est pas le français. C'est souvent, c'est la tradition, c'est la définition au fond traditionnelle, mais implicite. Évidemment, ça marche pas très bien, mais voilà. Alors, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'au fond, c'est cette ligne de partage qui fait la différence, dans le système académique, en tout cas français, entre les francophones et les français. Mais alors, sur cette base, des écrivains comme Samuel Beckett, Eugène Ionesco, pour Samuel Beckett, irlandais, comme vous le savez, Eugène Ionesco, roumain, Émile Cioran, roumain aussi, Kundera, tchèque, Laurent Gaspard, hongrois de Transylvanie, je connais particulièrement bien le cas de Laurent Gaspard, Georges Semprin, espagnol, Andrei Makin, russe, Hector Bianciotti, argentin, de langue maternelle, piémontaise. Tous ces écrivains devraient être considérés comme des écrivains francophones, techniquement, au même titre que tous ceux qui sont considérés traditionnellement comme tels. Les Belges, bien que je n'ignore pas que depuis le 19e siècle, il y a un débat assez vif en Belgique et entre écrivains belges pour savoir si on doit parler d'écrivains français de Belgique
ou d'écrivains belges d'expression française, je sais, en tout cas. Bon, les Belges sont pratiquement tout le temps considérés comme des francophones, disons, pour la plupart d'entre eux. Les Suisses, c'est la même chose, même s'il y a les mêmes débats en Suisse entre écrivains suisses d'expression française ou écrivains français suisses. Les Québécois, bien sûr, sont considérés comme des francophones. Les écrivains antillais d'outre-mer, même ceux qui viennent de ce qu'on appelle aujourd'hui les collectivités d'outre-mer, c'est-à-dire au fond des citoyens français, donc des Français au plan de la nationalité, on considère Aimé Césaire, Édouard Glissant, Chamoiseau ou Confiant comme des francophones. A fortiori, les écrivains antillais haïtiens, les écrivains d'Afrique subsaharienne, bien sûr, les écrivains maghrébins, les écrivains du Mashrek, alors surtout les Égypte et Liban, les écrivains de l'océan Indien, que ce soit des collectivités d'outre-mer ou pas, les écrivains de l'île Maurice, les écrivains d'Asie. Il y a un certain nombre d'écrivains chinois qui ont émergé ces 20 dernières années, des écrivains vietnamiens aussi, des écrivains japonais. J'ai invité il y a quelques mois à l'université Akira Mizubayashi, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un japonais d'expression française. Voilà. Tous ces écrivains sont considérés comme des francophones, alors que traditionnellement, on ne considère jamais Beckett, Ionesco et les autres comme des francophones, on les considère au fond comme des Français. Beckett, par exemple, c'est un exemple type. C'est quand même il est irlandais, comme vous le savez, c'est un anglophone natif, il apprend le français à l'âge de 18 ans quand il quitte l'Irlande pour être lecteur à l'École normale supérieure de Paris. La moitié de son œuvre est écrite en anglais, et on ne l'appelle jamais francophone, Beckett. Traditionnellement, dans les manuels scolaires, on considère que c'est un écrivain français d'origine irlandaise, et c'est l'un des deux principaux représentants avec Eugène Ionesco du théâtre de l'absurde. Salah Stétier, donc écrivain d'origine libanaise, a bien remarqué qu'il y avait quand même deux poids, deux mesures, si je puis dire, dans le système académique. Alors, ce qu'il dit? Il dit que ce sont les non-européens qui sont catalogués comme francophones. Les Européens, quant à eux, étant admis naturellement parmi les enfants de la famille. Qui songerait en effet à qualifier de francophones des auteurs comme Ionesco, Beckett ou Sioran, alors que chez Adé, autre écrivain libanais, les francophones, que Kateb Yassine l'est, que le sont Albert Khosri ou Rachid Boujedra, que je le suis. Alors en réalité, son observation n'est pas tout à fait précise, c'est-à-dire que la démarcation, elle ne passe pas exactement entre Européens et non-Européens, puisque par exemple Hector Bianciotti ou François Cheng ou même Andrei Makin ont été assimilés rapidement à la littérature française. En fait, quand on regarde de plus près, cette séparation entre français et francophones, les Français, c'est qui? C'est les écrivains métropolitains d'origine, entre guillemets, française. C'est certains écrivains européens issus de régions francophones, belges, suisses. C'est les Européens issus de pays non francophones et dont la langue paternelle n'est pas le français. Et c'est aussi les écrivains non européens dont la langue maternelle n'est pas le français, mais qui n'ont pas de passé colonial avec la France. Tandis que finalement, les francophones, c'est qui, quand on regarde bien? C'est tous les auteurs issus des anciennes colonies françaises, soit de la première époque coloniale, Québec, Antilles, Océan Indien, soit de la deuxième période coloniale, Afrique subsaharienne, Maghreb, Mashrek. Et donc, je le dis, et c'est toujours assez désagréable quand je le dis, surtout en France, mais je dis qu'il faut regarder les choses en face. La catégorie francophone fonctionne aussi dans les faits comme une catégorie de marginalisation, voire d'exclusion néocoloniale, au sein d'un système littéraire qui est encore très largement franco-centré. Et cette marginalisation néocoloniale se décline notamment sous une forme raciale, si bien que on peut considérer que la minoration des francophones post-coloniaux repose non seulement sur un impensé colonial, mais sur ce que Achille Mbembe, célèbre donc politologue, philosophe camerounais, appelle un impensé de la race. Au fond, quand on regarde de près la composition, disons, pas seulement du système académique d'ailleurs, mais aussi du champ littéraire français, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de structuration ethno-raciale qui la parcourt. Alors moi, c'est l'hypothèse que je fais depuis plusieurs années. Et il y a récemment une jeune chercheuse allemande qui s'appelle Sarah Burnowski qui a publié un livre, Les frontières racialisées de la littérature française, qui insiste beaucoup sur cette question. Voilà. Alors, du coup, ce terme de francophone est
tellement problématique qu'on se demande si on doit continuer à l'utiliser ou si au contraire on devrait s'en débarrasser une fois pour toutes. Au moins, bien sûr, sur le plan littéraire. Et plusieurs solutions ont été proposées. La première solution consiste à regrouper tous les auteurs sous le terme d'écrivains français. Alors il n'y aurait plus de francophones et il n'y aurait plus que des Français. Vous voyez, c'est une solution qui a l'air généreuse dans un premier temps. C'est la solution de l'assimilation de tous à la littérature nationale. En apparence, c'est égalitaire. Mais finalement, on se rend bien compte assez vite que c'est une solution qui pose beaucoup de problèmes. D'abord, à cause de la signification de l'adjectif français dans littérature française ou écrivain français, qui sémantiquement et historiquement est quand même lié à la nation et au territoire français, voire à une certaine ethnicité française. Est-ce que Antonine Maillet, donc écrivaine du Nouveau-Brunswick, est-ce que Samuel Beckett, Katabi Yassine, Chamoiseau, Kourouma, écrivain ivoirien très, très important, peuvent être considérés comme des écrivains français au même titre que Balzac, Proust, Gide, Char, Bonnefoy, je ne sais pas, Pierre Michon ou Michel Houellebecq. Sans doute sont-ils pour partie des écrivains français, mais on se rend bien compte qu'ils appartiennent aussi à d'autres littératures nationales ou régionales, et que, par exemple, Katabi Yassine est aussi un écrivain algérien, et d'ailleurs en partie arabophone pour une partie de son œuvre, en tout cas en dialecte algérien, que Chamoiseau est aussi un écrivain martiniquais et d'ailleurs créolophone, que Kourouma est un écrivain aussi ivoirien et de langue malinké, etc., etc. Donc écrivain français, c'est une solution qui ne convient pas tout à fait en fait à la francophonie. L'autre solution, qui a été souvent proposée par des écrivains francophones, on ne s'en étonnera pas, consiste en fait, c'est la solution symétrique. C'est-à-dire qu'on devrait considérer comme tous les écrivains, y compris les Français, comme des francophones. Il n'y a plus de Français, il n'y a plus que des francophones. Alors ça, c'est une solution qui pourrait être possible techniquement en vertu du sens premier du mot francophone. On pourrait dire alors du coup francographe peut-être, pour préciser qu'il s'agit de littérature. Mais en même temps, c'est une solution qui se heurte, en tout cas en France, aux fortes résistances des écrivains français. Aucun écrivain français ne se considère comme francophone, ou presque, j'exagère un petit peu. Le Marocain Fouad Laoui note que le problème avec l'adjectif francophone, c'est qu'à un Français, personne ne dira qu'il est francophone. Et Tahar Benjeloun, célèbre écrivain marocain, rapporte que lorsqu'il a posé la question à Alain Robbe-Grillet, donc par excellence écrivain français, nouveau roman, etc., Alain Robbe-Grillet lui a répondu « Je ne sais pas, je suis français, je ne suis pas francophone ». Voilà. Donc ça, c'est sûr que les écrivains français ne vont pas se considérer comme francophones. Alors, si l'adjectif français et l'adjectif francophone sont piégés, pourquoi ne pas renoncer aux deux, finalement? Et alors, la troisième solution consisterait à opter pour l'expression englobante écrivain de langue française ou d'expression française sans plus faire aucune distinction à l'intérieur de cet ensemble. On pourrait imaginer, c'est une solution séduisante, que de classer le plus simplement possible tous les écrivains du monde en français selon un ordre alphabétique de A à Z. Moi, imaginez dans sa bibliothèque, je ne sais pas comment vous classez votre bibliothèque, moi je me posais la question. Moi j'ai séparé les francophones des français évidemment, mais on pourrait très bien avoir une seule bibliothèque en français de A à Z, et plus poser aucune question. Alors c'est assez séduisant, mais en même temps, moi je pense que cette solution pose deux grands problèmes. D'une part, le fait qu'il est très difficile dans les faits de ne pas avoir recours d'une manière ou d'une autre, lorsqu'on parle d'un écrivain, à son appartenance régionale ou nationale. Je pense il est difficile à un moment donné de spécifier finalement le fait que tel ou tel écrivain ressortit aussi à un espace particulier, disons de ce que Pascal Casanova appelle la République mondiale des lettres, qui jusqu'à aujourd'hui est quand même encore organisée en ère nationale, qu'on le veuille ou pas. Et d'autre part, cette solution dissout l'idée même de distinction entre écrivains français et écrivains francophones. Et moi, je pense que la distinction a du sens, mais qu'il faut renverser sa valeur, disons, axiologique. Pour les dire très vite, c'est pas parce que cette différence est pensée négativement dans le système actuel, c'est pas parce que cette différence se traduit dans le système français sous la forme d'une minoration ou d'une marginalisation qu'il faut renoncer en fait à ce concept.
Lise Gauvin, qui est donc une universitaire québécoise, a très bien formulé ces questions. Je la cite. Comment nommer les diverses littératures francophones sans les marginaliser et d'une certaine façon les exclure? Mais comment, par contre, ne pas remarquer les spécificités de ces littératures qu'on a du mal à définir? Alors je note qu'une discussion semblable s'est développée ces dernières années dans toutes les grandes aires linguistiques et littéraires européennes mondialisées. C'est le cas de l'anglophonie, mais aussi de l'hispanophonie et de la lusophonie, où la littérature de la nation centrale, Angleterre, Espagne, Portugal, s'est retrouvée concurrencée par un grand nombre d'écrivains transnationaux et le plus souvent post-coloniaux. Alors c'est sans doute dans le monde anglophone que la discussion est la plus avancée, puisque l'hégémonie de la littérature anglaise, qui a longtemps constitué la référence unique au plan littéraire, a été contestée à partir de la fin des années 70 et du début des années 1980 par l'émergence des littératures anglophones post-coloniales. Alors je passe sur toute cette discussion, mais disons qu'aujourd'hui, dans le monde anglophone, on parle soit de post-colonial literatures, qui posent aussi un certain nombre de problèmes, soit de manière encore plus globale, de nouvelles littératures en langue anglaise, on parle de New Literatures in English, ou de littérature anglophone, Anglophone Literatures, ou encore de World Literature in English, de littérature du monde, de littérature mondiale en anglais, sans qu'aucune de ces expressions d'ailleurs se soit totalement imposée, ça fait encore débat. Et puis, il ne faut quand même pas non plus idéaliser les choses, même dans le monde anglo-saxon, le sentiment de la norme anglaise reste quand même présent. Et là, il faudrait faire une étude pays par pays et université par université. Par exemple, en Angleterre, aux États-Unis, ce que j'ai commencé à faire, on s'aperçoit qu'il y a certaines universités ont largement décentré et ouvert le canon de la littérature anglaise pour y intégrer toutes les autres littératures en anglais. Mais certaines universités continuent au contraire, de manière plus ou moins conservatrice, à valoriser un patrimoine littéraire anglo-centré. Donc, même dans le monde anglo-saxon, les choses sont tout à fait hétérogènes encore aujourd'hui. Mais en France, la situation est vraiment particulière. C'est sans doute en France que c'est le moins avancé. Pourquoi? Parce que la langue française est vraisemblablement de toutes les langues impériales européennes la seule qui n'a pas connu ce décentrement. Alors que finalement l'hispanophonie a décentré l'Espagne au profit de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, la lusophonie a décentré le Portugal au profit du Brésil, et l'anglophonie, bien sûr, au profit des États-Unis ou du Canada. En France, dans le domaine francophone, le centre français n'a jamais vu sa position véritablement menacée. C'est pourquoi il n'y a pas d'unanimité sur cette question de la francophonie, et il y a une grande difficulté encore aujourd'hui en France à dépasser ce cadre national et à intégrer les francophones autrement que comme des périphéries ou des appendices, disons, d'un système. Alors, bon là je passe sur toute une série de réflexions que je mène dans cet HDR, mais disons que ma position, puisqu'il faut bien prendre position dans le débat, ma position qui ne fait pas du tout unanimité d'ailleurs, mais beaucoup de collègues ne sont pas d'accord avec moi, mais ma position c'est qu'on peut maintenir une différence entre français et francophone, une différence non essentialisante, j'insiste évidemment, et donc il faut aussi avoir conscience des très très nombreuses connexions, interrelations qu'il y a entre ces deux groupes, bien sûr. Et pour moi, cette distinction, elle passe par la langue. Alors c'est pas pour le coup une position très originale, ça a déjà été proposé par beaucoup d'autres chercheurs, notamment par Lise Gauvin, qui considère que les francophones sont, donc son expression c'est « à la croisée des langues ». Moi je suis assez d'accord. En France, Charles Bonnes, Xavier Garnier, bien d'autres pensent que la francophonie se distingue justement par cette déterritorialisation et reterritorialisation de la langue. Simplement, moi je pense qu'il faut reprendre à nouveau près cette approche de la francophonie par la langue et l'aborder explicitement comme une réalité politique. C'est-à-dire qu'il faut insister sur les implications idéologiques de cette politique de la langue qui travaille de manière profonde l'ensemble du système littéraire français et tout particulièrement le monde académique. Et si la francophonie constitue un point aveugle ou une difficulté du système français, c'est que la question du plurilinguisme ne fait pas sens en France, parce que la France est dominée par ce que j'appelle le paradigme national monolingue. Michel Foucault déjà parlait de narcissisme monoglotte des Français.
hein. Et je suis assez d'accord avec ça. En fait, en creusant un peu les choses, on s'aperçoit qu'il y a un rapport psycholinguistique et sociolinguistique au modèle à la fois normatif et politique du français national. C'est ça qui constitue pour moi la différence fondamentale entre francophone et français, hein. Disons qu'au moins depuis le XVIIIe siècle, et de manière de plus en plus étroite et exclusive depuis la Révolution française, puis la Troisième République, les Français, les écrivains français, mais les Français en général, entretiennent un rapport monolingue au français national. Tandis que les francophones sont des écrivains plurilingues, dont la langue maternelle n'est pas le français ou n'est pas le français de France, et dont le français est la langue le plus souvent dominante, parfois exclusive, de création littéraire. Alors ça veut dire que moi j'inclus, ou j'invite à inclure, ou à réintégrer dans le groupe des francophones, non seulement les francophones post-coloniaux, mais aussi les écrivains qu'on appelle techniquement translingues, bien que cette expression puisse être aussi discutée, c'est-à-dire au fond tous les écrivains dont la langue maternelle n'est pas le français, qui ont appris le français souvent tard, mais qui viennent de pays ou d'environnements où le français n'est pas une donnée, disons. Dans ces cas des Européens ou des non-Européens issus de pays non francophones. Moi, je pense qu'il faut absolument rendre à la francophonie, réintégrer dans la francophonie ces écrivains translingues. Et quand on regarde un petit peu de près, l'un des apports majeurs des études récentes sur les écrivains translingues, hein, c'est un sous-champ de la critique littéraire qui se développe beaucoup ces dernières années, la question des écrivains translingues. L'un des apports majeurs de ces études, c'est qu'elles révèlent ou elles font réapparaître la manière dont ces écrivains, la manière dont dans l'œuvre de ces écrivains, leur bilinguisme donne lieu à des poétiques hétérolingues, comme on dit, c'est-à-dire travaillées par la présence d'autres langues, y compris chez des gens qu'on avait totalement assimilés à la littérature française et dont on ne voyait plus l'autre langue, comme par exemple chez Beckett. L'œuvre de Beckett a fait l'objet ces dernières années d'une espèce de renouvellement critique. On a pu montrer que l'anglais, au fond, était très présent dans son écriture en français, et de fait, hein, c'est un processus où Beckett n'a pas cessé d'écrire simultanément dans les deux langues, voire à s'auto-traduire. Alors évidemment, je pense qu'on aurait intérêt à reprendre l'œuvre de Kundera en ce sens, l'œuvre de Sarraute aussi, par exemple, et bien sûr, alors l'œuvre d'écrivains comme Vassilis Alexakis, grec, ou Nancy Houston, canadienne, est évidemment explicitement fondée sur une poétique bilingue et sur l'auto-traduction. En fait, cette question des translingues, c'est vraiment le point aveugle, aussi bien d'ailleurs de la critique littéraire française que de la critique littéraire anglo-américaine. Quand vous regardez ce que les anglo-américains appellent francophones, on s'aperçoit que c'est exclusivement les post-coloniaux. En fait, d'ailleurs, ils n'appellent pas ça francophone, ils appellent ça post-colonial literatures in French. Et pour eux, il y a vraiment une identification. Mais c'est-à-dire que les anglo-américains, disons, eux non plus ne considèrent pas les translingues comme des francophones. Et bien sûr, au-delà de cette caractéristique globale, hein, il faut avoir la conscience de la complexité des situations linguistiques francophones. Et je pense que vous êtes un public particulièrement averti sur cette question, aussi bien d'ailleurs pour les locuteurs ordinaires que pour les écrivains. Il faudrait finalement faire une étude cas par cas de tous les écrivains francophones. On s'aperçoit qu'il n'y a pas une situation qui ressemble à une autre. Voilà, donc moi, je continue à utiliser le terme de francophone, hein, et donc je le définis de cette manière. Alors, on pourra bien sûr me faire remarquer que la France, dans la réalité, n'est pas un pays monolingue, réellement c'est un pays plurilingue, mais la spécificité de la France, c'est que la langue officielle y est largement dominante. Jean-Louis Calvet propose d'appeler cette situation linguistique, hein, plurilinguisme à langue dominante unique. C'est la raison pour laquelle la grande majorité des écrivains français, contrairement justement aux écrivains francophones, ont la conscience ou le sentiment, hein, d'être du bon côté de la norme. Et on remarquera qu'il est extrêmement rare que les écrivains français, au moins au XXe siècle, possèdent suffisamment une autre langue pour construire une œuvre littéraire dans cette langue. En fait, quand on regarde bien, il n'y a pratiquement pas de ce qu'on pourrait appeler d'écrivains français de langue étrangère. Alors qu'il y a beaucoup d'écrivains étrangers de langue française, évidemment, il y en a beaucoup, mais il n'y a quasiment aucun écrivain français de langue étrangère. Alors j'ai fait une petite enquête, j'en ai trouvé, mais alors vraiment, même pas 10, enfin 4 ou 5. Hein. Alors,
là, ça ouvre en fait bien d'autres discussions, hein, et moi je me suis un peu passionné pour cette idée du plurilinguisme. En fait, je pense que le plurilinguisme est une dimension essentielle, mais occultée d'une grande partie de l'histoire d'abord linguistique française, mais aussi de l'histoire de la littérature française. Et je crois que que les francophones actuels nous invitent à rouvrir l'histoire littéraire dans une perspective plurilingue. Et je crois que la question, en fait, c'est à partir de quand la littérature française a-t-elle cessé d'être francophone? Alors là, évidemment, ça supposerait un long développement, mais disons qu'au fond, la francisation progressive des élites, et notamment des élites littéraires, est un long processus, hein, et finalement, pendant très longtemps, il y a ce que René Balibar appelle un colinguisme entre français et latin, colinguisme qui va jusque finalement à la Troisième République, si bien que beaucoup d'écrivains, y compris français, sont en réalité bilingues franco-latins et parfois même en une troisième langue régionale jusqu'au moins au XIXe siècle. Et disons que dans cette perspective, la littérature française est en partie, au moins, pas complètement, là aussi on peut discuter, une invention de la tradition. Enfin, j'utilise ce concept de Eric Hobsbawm, et c'est une invention essentiellement de la Troisième République, en fait, qui a diffusé une idéologie littéraire nationaliste et imposé rétrospectivement ce paradigme national monolingue, c'est-à-dire une lecture française de l'histoire littéraire, alors qu'en réalité, je crois qu'il faut réouvrir et relire cette histoire littéraire dans une perspective plurilingue, et on s'apercevrait que finalement, jusqu'à une date assez récente, la littérature française est au fond une littérature francophone, dans le sens plurilingue que je lui dis. Bon, là je passe très très vite, mais on peut en discuter si vous voulez, parce que ça m'a beaucoup passionné, ces questions-là, depuis le XVIe siècle jusqu'au fond à la Troisième République. Et là, assez rapidement, parce que je vois bien que le temps passe, je voudrais donc, sur la base de cette définition, disons, politique et linguistique de la francophonie, dire que sur cette base, mais c'est tout un débat qui doit être mené préalablement en plan théorique, hein, avant d'aborder la question du changement de paradigme, on peut réfléchir à la sortie du cadre national de l'histoire littéraire, à ce que Benjamin Stora appelle l'enfermement hexagonal, et Gérard Noiriel, la tyrannie du national, mais bien sûr tous les deux abordent cette question du point de vue de l'histoire, mais au fond ça concerne tout aussi bien l'histoire littéraire. Toute cette réflexion préalable sur la francophonie, sur la pertinence de ce mot, sur la signification de ce mot, de savoir si on continue à utiliser le terme de francophonie, et si oui, dans quel sens, permet de refonder l'histoire littéraire qui est traditionnellement articulée autour de la littérature nationale. Mais comment dépasser le cadre national de l'histoire littéraire et intégrer les francophones autrement que de manière secondaire ou périphérique? Comment refonder l'histoire nationale des littératures de langue française sur des bases transnationales? Ça, c'est un chantier extrêmement compliqué, parce que l'approche traditionnelle, au fond, elle est double. C'est soit l'histoire franco-centrée de la littérature française sans les francophones, ça c'est l'histoire littéraire dominante, soit l'histoire des francophones sans les Français. Alors vous avez trouvé plein de manuels de littérature francophone, mais sans la France. C'est pas du tout satisfaisant non plus. Il n'y a pratiquement aucune tentative aujourd'hui pour penser ensemble la littérature française et les littératures francophones sur une base globale. Alors il y a quand même quelques ouvrages, mais très peu. Et l'un des ouvrages précurseurs, c'est celui d'Augustin Viat dans son Histoire comparée des littératures francophones. Bien sûr, Dominique Combe et mes collègues Anthony Mangeon et Anne Douer ont proposé des choses, mais il n'y a quasiment rien en fait aujourd'hui, notamment dans le domaine francophone sur ces questions. Alors, moi il me semble que là je vais simplement vous donner des grandes lignes de ma réflexion, parce que bien sûr je pourrais en parler très très longtemps, trop longtemps sans doute. Il me semble que cette histoire littéraire doit intégrer les apports de l'histoire culturelle et de la sociologie de la littérature, qu'elle doit prendre la mesure de ce passage à l'histoire globale, hein, tel qu'il s'est imposé dans les sciences humaines, notamment dans l'histoire, mais aussi dans l'histoire littéraire, avec tous ces débats sur la world literature et les différents modèles qui ont été proposés, soit par David Damrosch, soit par Franco Moretti, soit par Pascal Casanova ou par Jérôme David. Et ce qu'on
pourrait appeler du coup littérature mondiale en français, serait l'ensemble de tous les textes écrits en français ou dont le français est la langue principale d'écriture, tous les auteurs, dont les auteurs sont des écrivains nés et socialisés partout dans le monde, y compris en France, et qui sont publiés partout dans le monde, y compris en France. Ce qui veut dire que, évidemment, la littérature française fait partie de cette littérature mondiale en français. Hein. Ce serait complètement absurde de faire cette histoire contre la France ou sans la France. Hein. Voilà. Non, parce que c'est une tentation parfois que peuvent avoir les francophones, du coup, hein, c'est de tourner le dos. Du coup. Mais évidemment, ça n'a pas plus de sens qu'une histoire strictement franco-centrée. Alors, ça pose des tas de problèmes conceptuels qu'on imagine bien. Comment est-ce qu'on pense cet espace mondialisé de langue française? Quels sont les paradigmes intellectuels qu'on mobilise? Est-ce que, par exemple, on doit se tourner vers la sociologie de la littérature? Est-ce qu'on doit utiliser le concept de champ, ou bien le concept d'espace, ou bien le concept de système littéraire? Est-ce que, en tout cas, on pense ce champ mondial francophone comme un champ hiérarchisé autour du centre franco-parisien? C'est ce qu'a proposé de penser Pascal Casanova hein, dans La République mondiale des lettres. Ou au contraire, est-ce qu'on rejette le paradigme, disons, bourdieusien au profit d'autres paradigmes, hein, par exemple celui de David Damrosch? Moi, je pense qu'on ne peut pas évacuer la réalité de l'hypercentralité française, hein, parce que la France reste quantitativement et qualitativement le centre. Et c'est pour ça que je pense que l'histoire littéraire a absolument besoin de la sociologie de la littérature, qui permet justement de ne pas faire une histoire idéaliste de la littérature et de montrer qu'il y a des déterminations socio-économiques, il y a le poids des acteurs culturels, le poids des maisons d'édition, le capital économique, le capital culturel qui font que la France continue à dominer le monde francophone. Mais en même temps, il est évident que la littérature française, qui a absorbé une grande partie de la littérature francophone, n'empêche pas, bien sûr, que ces littératures francophones existent. Autrement dit, ma position, c'est une position de déconstruction, mais je ne renverse pas la table non plus, en fait. Hein, voilà. C'est pas, je ne crois pas, mais c'est discutable, qu'on puisse aboutir à une révolution copernicienne au profit de la francophonie. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on puisse écrire cette histoire littéraire, disons, en renversant la hiérarchie entre le centre français et les autres espaces francophones. Simplement, il faut absolument maintenant considérer que la France n'est pas le seul ou l'espace exclusif, et il faut prendre en considération tous les autres espaces. De la même manière, il ne faut plus seulement voir des relations comme on le fait habituellement de la périphérie vers le centre, mais toutes les relations simultanément. Alors, pour terminer, j'indique simplement, à mon avis, les directions dans lesquelles il faut aller, dans lesquelles je suis en train de travailler, mais ça prend beaucoup de temps. Hein. D'abord, je pense que sur le plan temporel, d'abord, une des premières questions, c'est à partir de quand commencerait cette histoire littéraire francophone? Est-ce que traditionnellement, on l'a fait commencer à la négritude, voilà, en gros, hein, premier tiers du XXe siècle. Au mieux, on fait remonter ça à la fin du XIXe siècle. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer au XVIe siècle au moins, voire même plus tôt, au Moyen-Âge, sans doute au Moyen-Âge, à l'époque où, en Angleterre, en Italie, la cour parle français, par exemple. Hein. C'est cette première universalité française, 12e, 13e siècle. Est-ce que ça ne devrait pas être ça, le début de cette histoire littéraire? Est-ce qu'on ne devrait pas prendre en compte aussi ensuite toutes les expéditions coloniales, la conquête du Canada, puis ensuite la colonisation des Antilles, qui va répandre la langue française et ensuite petit à petit créer les conditions de l'émergence de littérature, bien plus tard, régionale ou nationale. Donc, première question des origines de cette histoire littéraire globale. Et je crois aussi qu'il faut absolument ouvrir la réflexion au fait qu'il y a des temporalités multiples, qu'il n'y a pas une seule temporalité, qui serait en plus évidemment traditionnellement une temporalité linéaire, dominée par l'histoire de la littérature française. C'est comme ça qu'on voit les choses. Hein. La France a son histoire et toutes les autres espaces francophones sont un peu à la traîne, suivent, imitent tardivement. En gros, c'est ça, hein, la représentation traditionnelle. Et moi, je pense que les choses sont évidemment beaucoup plus complexes, qu'il y a probablement des périodicités différentielles. Et ce que les spécialistes aujourd'hui, par exemple Alain Vaillant, qui pour le coup n'est pas spécialiste de francophonie, mais propose d'appeler des asynchronicités littéraires. C'est l'idée, en tout cas, de chronicité multiple. Hein, je pense que c'est extrêmement important. Et il faut articuler au moins 4 formes de relations. Donc je passe très vite, je les énumère, hein, mais on pourrait en parler très longtemps. Les relations entre
les espaces francophones et l'histoire littéraire de France. Ça, c'est évidemment central, mais c'est ce qui a été le plus travaillé ces dernières années. Mais il faudrait aussi évidemment étudier de plus près les relations entre les espaces francophones et d'autres espaces francophones. Hein. Par exemple, sur le plan de l'histoire littéraire, l'exemple d'Haïti et du Québec. Hein. Comment finalement aujourd'hui le Québec est un espace extrêmement important pour beaucoup d'écrivains haïtiens, enfin en tout cas depuis l'époque des Duvalier, et comment beaucoup d'écrivains haïtiens ont été publiés au Québec avant éventuellement d'être reconnus en France, etc. Il y a énormément là de travaux qui ont été faits sur, par exemple, les relations entre les Antilles et l'Afrique subsaharienne, sur cet espace atlantique, etc. Et bien sûr, il faut aussi prendre en compte les relations avec les histoires littéraires non francophones, c'est le troisième niveau, et en ce sens, on rejoint la littérature comparée, en fait. Je donnerai 3 exemples rapidement. Hein. Il y a des travaux très intéressants qui ont été réalisés ces dernières années. Je pense notamment à l'un de mes collègues qui s'appelle Christopher Miller, aux États-Unis, qui a fait un très beau livre sur ce qu'il appelle le French Atlantic Triangle, le triangle atlantique français, où il montre qu'il y a un espace atlantique français littéraire qui est très intéressant. Ben, cet espace atlantique français, il faudrait le réinscrire plus généralement dans ce que Paul Gilroy appelle l'Atlantique noir, par exemple. On pourrait aussi réinscrire la francophonie des Antilles dans l'ensemble plus vaste de la Caraïbe. On pourrait aussi, évidemment, réinscrire la francophonie du monde arabe dans, plus généralement, l'histoire littéraire, disons, arabophone. Et là, on comprend que, ça c'est déjà beaucoup, hein, je crois d'ailleurs que moi je m'arrêterai là, mais on comprend que ça ne suffit pas si vraiment on veut être systématique, c'est-à-dire que toutes ces différentes histoires littéraires doivent être reconnectées elles-mêmes à l'histoire culturelle francophone et mondiale. Mais évidemment, on s'aperçoit que dans ce cas, on se fixe des objectifs qui sont complètement impossibles, hein, puisqu'on tombe sur une espèce d'ambition intersystémique, ou sur cette espèce d'illusion totalisante de ce qu'on pourrait appeler, avec Alain Vaillant, un systémisme intégral, qui est absolument impossible à réaliser. Hein. Voilà. Et je termine en vous disant que, puisqu'il y a beaucoup de traducteurs parmi vous, que la question de la traduction et de la circulation des textes à travers la traduction est évidemment centrale. Il y a beaucoup de travaux très intéressants qui ont été réalisés ces derniers temps, je pense notamment à ceux de Gisèle Sapiro, hein, qui permettent de comprendre comment, au fond, la circulation des textes à travers la traduction est évidemment un phénomène majeur de translation culturelle qui, pour la francophonie en particulier, contribue à dénationaliser la littérature française, notamment parce que le passage dans d'autres langues échappe en partie à l'influence de la France. Gisèle Sapiro a beaucoup étudié notamment la question de la traduction de la littérature française aux États-Unis, en anglais. Exactement, oui. C'est avec transition, comme disait l'autre. Voilà. Et ça, moi, je pense que c'est en effet extrêmement important, parce que là, pour le coup, il y a évidemment des arguments économiques qui sont en jeu, mais en particulier, il y a une reconfiguration, une reterritorialisation qui fait que le canon français se reforme dans d'autres pays, notamment anglo-saxons, sous une forme qui en fait est beaucoup plus favorable aux francophones. Quand on regarde un peu ce qui est publié aux États-Unis, notamment, les francophones sont presque plus publiés aujourd'hui que les Français, entre guillemets. Donc cette question de la traduction, là j'en ai juste dit quelques mots, elle est extrêmement centrale pour penser justement cette histoire mondiale de langue française, qui est aussi une histoire des reconfigurations du canon sous l'effet des différentes traductions. Voilà, je m'excuse d'avoir été aussi long, mais je voulais simplement indiquer d'une part voilà, qu'il est temps de changer de paradigme et d'aboutir à une conscience francophone, hein, position qui, vous avez compris, est encore extrêmement minoritaire, si ce n'est marginale aujourd'hui en France. Hein, on n'est pas très nombreux à penser ça et à essayer de le faire, mais je crois qu'en même temps, ça correspond à la réalité d'un espace littéraire mondialisé, y compris l'espace francophone. Et c'est aujourd'hui l'un des défis, pour reprendre le thème global du colloque, qui permettrait un aggiornamento, une adaptation de la critique et de l'histoire littéraire à la réalité mondialisée de notre temps. Merci beaucoup.